Alors, je vous fais une petite correction détaillée d'une des 6 applications que je vous ai données aux 2 groupes le jeudi matin. Donc, vous aurez dans le contrôle de lundi prochain de ce type d'exercice. Voilà, alors pas forcément le même évidemment, mais en tous les cas qui vont tourner autour de ces mêmes types de calculs. Donc, ça concerne les puissances, PQS. J'en ai pris une au hasard, c'est la première. J'essaierai de faire une correction d'une deuxième un petit peu différente dans celle que vous avez faite, dans les 6 que vous avez tirées au sort. Donc on va déjà corriger celle-là. Alors, donc première chose, bien lire l'énoncé avant de commencer. Donc on voit que c'est un récepteur qui est connecté sur un réseau monophasé, dont la valeur efficace entre phase et neutre de ce réseau, c'est-à-dire la tension simple, est de 230 volts. La fréquence est de 50 Hz et on sait qu'il y a un décalage de 2 millisecondes entre cette tension et ce courant. Le courant efficace vaut 1, qui traverse le récepteur vaut 1,4 ampères et il est en retard sur cette tension, donc de 2 millisecondes. On demande de calculer la période. Je rappelle que la période, c'est le temps que met la sinusoïde à faire un motif complet avant d'en recommencer un deuxième identique. Pour calculer la période, on a besoin de connaître la fréquence. La formule de la fréquence, c'est 1 sur T, d'où la période est égale à 1 sur F. 1 sur 50. Le résultat est forcément en secondes quand on fait 1 sur 50. Donc, on le met en secondes, mais entre parenthèses, on peut le laisser le transposer en millisecondes, ça pourra peut-être servir. En tous les cas, je l'ai mis entre parenthèses, en millisecondes. Deuxième question, calculer la tension maximale qu'on verrait sur l'écran de l'oscilloscope si on visualisait cette tension. Donc, on sait qu'elle a une valeur efficace de 230 volts, mais quand on la voit à l'oscilloscope, elle atteint une valeur max et une valeur min, cette sinusoïde, à pi sur 2 et à 3 pi sur 2. Et cette valeur max est égale à U efficace fois racine de 2. Donc, pour connaître ce point, c'est vraiment une tension instantanée, c'est-à-dire qu'elle apparaît qu'à un moment précis. Pour connaître cette valeur, on applique la formule Umax égale 230, c'est-à-dire la valeur efficace de la tension fois racine de 2, ce qui fait 325 volts. En aucun cas, un voltmètre en position AC vous donnerait cette valeur. Il donnera toujours la valeur efficace. Seul l'oscilloscope peut la donner, ou le calcul. On vous demande après si ce récepteur est de type soit inductif, capacitif ou résistif. Déjà, si on a un décalage entre la tension et le courant, on sait qu'il ne peut pas être résistif, puisque dans le cas d'un récepteur résistif, le décalage est égal à 0. La tension et le courant évoluent exactement en même temps, elles partent à 0, de 0 en même temps, max en même temps, 0 en même temps, mini en même temps. Donc, ce n'est pas le cas. Maintenant, reste à savoir s'il est inductif ou capacitif. Là, il faut apprendre ce qu'on a vu ensemble. Quand le courant est en retard sur la tension, le récepteur est inductif. Et quand le courant est en avance sur la tension, le récepteur a un comportement capacitif. Donc ici, le courant est en retard sur la tension, et c'est l'énoncé qui le dit à cet endroit-là. On vous demande à question 4 de calculer le déphasage entre la tension et le courant. Le déphasage, c'est un angle. Il est donc en degrés. Donc ne confondez pas l'angle de déphasage et le cosinus de cet angle. C'est complètement différent. L'angle est en degrés, le cosinus ou le sinus d'un angle n'a pas d'unité. Il est toujours compris entre -1 et 1. Donc aucun rapport il y a un rapport entre les deux, mais la valeur n'est pas du tout la même. Pour calculer l'angle phi en degrés, alors qu'on connaît le temps de décalage, de 2 millisecondes, qu'on connaît la période, grand T, on applique la formule phi, angle de déphasage, est égal au temps de décalage divisé par la période fois 360 degrés. Alors là, pour petit TD ou grand T, soit on met petit TD en millisecondes, mais on doit aussi mettre grand T en millisecondes, soit on laisse tout en secondes, mais on ne peut pas mélanger les deux, entre grand T et petit TD. Moi, j'ai tout laissé en millisecondes, donc j'ai phi est égal à 2 millisecondes,
divisé par 20, hein, les 2 millisecondes qui sont dans l'énoncé ici. On a fois 360, ce qui fait un angle de 36 degrés. Donc c'est phi qui est égal à 36 degrés, l'angle phi. Calculez maintenant le facteur de puissance cosinus phi de ce récepteur. Alors, le facteur de puissance, c'est synonyme de cosinus phi à condition que le récepteur qui est alimenté en tension sinusoïdale est parcouru par un courant sinusoïdal. On verra plus tard que des fois, le facteur de puissance n'est pas égal au cosinus phi. Dans notre cas, si. Donc, on parle de facteur de puissance ou de cosinus phi, on parle de la même chose. Donc, on parle d'un résultat, d'un terme dont la valeur ne peut pas dépasser 1 et ne peut pas être inférieure à moins 1. Si vous trouvez une valeur qui dépasse 1 et moins 1, vous reprenez vos calculs, c'est faux. Il n'a pas d'unité, donc on le calcule, cosinus phi, vous mettez vos calculatrices en degrés, vous faites cosinus de 36 degrés, et vous trouvez 0,81. Pas 0,81 degrés, pas 0,81 watts, il n'y a pas d'unité à un cosinus phi. Après, question 6, on vous demande de calculer la puissance active absorbée par ce récepteur. Il faut absolument connaître vos trois puissances qui sont exprimées en fonction de U et de I. Alors, à racine de 3 près, les trois formules sont identiques en monophasé et en triphasé, sauf qu'en triphasé, on rajoute la racine de 3 dans les trois formules de P, de Q et de S. On a vu ici que le récepteur était monophasé, donc on ne va pas faire apparaître les racines de 3. Alors, P est égal à U efficace fois I efficace qui traverse le récepteur fois le cosinus phi de ce récepteur. Donc 230 est la tension efficace, fois 1,4 ampères, c'est dans l'énoncé, fois le 0,81 qu'on vient de calculer ici, et on trouve une puissance active en watts de 261 watts. P, en tant que puissance, qu'elle soit mécanique, qu'elle soit thermique, qu'elle soit électrique, son unité est toujours le watt. Question 7, calculer la puissance réactive absorbée par ce récepteur. C'est un récepteur qui a un comportement inductif. Il absorbe donc une puissance réactive qu'on appelle Q. Q est égal à U fois I, mais attention, fois sinus de l'angle phi. Le U est le même que pour P, le I est le même que pour P, mais on a le sinus de l'angle phi. L'angle phi, on le connaît, fait 36 degrés, donc on fait sinus 36 degrés. Donc 230 volts fois 1,4 ampères fois sinus de 36 degrés, et vous trouvez 189 var. Pour calculer la puissance apparente de ce même récepteur, on a plusieurs solutions, enfin au moins deux. Soit on applique la formule S égale U fois I, sans rien, je vous rappelle que S, phi n'apparaît pas dans S. Ou alors on peut faire, vu qu'on connaît, on a calculé P et on a calculé Q, on peut faire S égale racine carrée de P au carré plus Q au carré. Moi, je vous conseille d'utiliser celle-là de formule pour une bonne et simple raison, c'est que U, on vous le donne dans l'énoncé, et I aussi. Donc, il y a moins de sources d'erreur que en prenant P et Q, qui sont des calculs que vous avez faits. Donc, on peut utiliser après S égale racine carrée de P au carré plus Q au carré pour vérifier qu'on a bien nos résultats justes. Mais moi, je vais prendre cette formule-là pour éviter de faire une erreur. Donc, U est de ces 230 volts fois 1,4. On a donc une puissance apparente de 322 voltampères. Pour vérifier la cohérence du résultat, vous vérifiez que ce résultat que vous trouvez pour S est bien supérieur à la valeur que vous avez trouvée pour P et à la valeur que vous avez trouvée pour Q, parce que c'est l'hypoténuse du triangle, donc c'est forcément la plus grande des valeurs. S'il est inférieur à P et à Q, c'est forcément que les calculs sont faux, donc il faut reprendre. Et enfin, la dernière question, vous demandez de représenter ces trois puissances en respectant une échelle qu'on vous donnait ici, c'est-à-dire un carreau pour 10 watts, pour 10 volts ampères et puis 10 volts ampères réactifs, et de représenter ce triangle dans la petite grille qui est là. Alors, pour représenter ces trois valeurs, on sait qu'un carreau, hein, pas un centimètre, c'est-à-dire un carreau, ici, vaut soit 10 watts, soit 10 volts ampères, soit 10 volts ampères réactifs. Alors, on va commencer par s'occuper de P. P fait 261 watts.
ce qui fait 26 carreaux, puisque un carreau fait 10 watts. Bon, je laisse tomber les 26,1, on va arrondir. Donc 26 carreaux. Et sachant qu'un carreau fait à demi centimètre, ça fait la moitié en centimètres, c'est-à-dire 13 centimètres. Donc j'ai tracé P qui fait 13 centimètres. Pour Q, on procède exactement de la même façon, c'est-à-dire Q, on l'a trouvé, c'est 189 var. Ce qui fait, on va arrondir à 190, divisé par 10, ça fait 19 carreaux. 19 carreaux divisé par 2, ça fait 9,5 cm. Et donc, j'ai tracé Q ici qui fait 9,5 cm ou alors 19 carreaux. Et puis après, pour tracer S, c'est l'hypoténuse, donc je rejoins tout simplement, je trace tout simplement l'hypoténuse de mon triangle, qui, si je le mesure, doit correspondre à une longueur de à peu près 16 cm, ce qui fait 32 carreaux, et ce qui fait à peu près 320 voltampères. Et ici, si vous prenez votre rapporteur, moi j'en ai pas, mais vous pouvez vous amuser à le faire, si vous ne croyez pas, on a un angle de 36 degrés, qui est l'angle phi, qui correspond au déphasage entre le courant et la tension pour le récepteur qui est dans l'énoncé. Alors, un exercice comme ça, c'est pas compliqué en fait. C'est pas compliqué à plusieurs conditions quand même. C'est déjà de lire correctement l'énoncé pour éviter d'oublier une racine de 3 ou d'en mettre une quand il en faut pas, de louper une valeur qui est dans l'énoncé, donc prendre le temps de le lire. Et puis quand même connaître les formules de base qui sont impératives à connaître. C'est celle-là, bien sûr, F égale 1 sur T. Connaître aussi la formule de Umax égale U efficace fois racine de 2 ou U efficace égale Umax sur racine de 2. Connaître les conditions pour déterminer qu'un circuit est résistif, capacitif et inductif, évidemment, mais ça c'est dans le cours, donc il suffit de réviser. De connaître aussi la formule qu'il faut apprendre, qui permet de calculer l'angle de déphasage quand on connaît le temps de décalage et la période. Et ne pas oublier que si on met tout, soit on met tout en millisecondes, soit on met tout en secondes, mais on ne mélange jamais les deux, sinon le résultat est faux. Pas oublier que phi est en degrés et que ce n'est pas le cosinus phi, c'est un angle. Et puis connaître évidemment les trois formules des trois puissances P, Q et S, sachant qu'en triphasé, on aura tout simplement la racine de 3 qui viendra s'intercaler dans chacune des trois formules. Avec tout ça, il ne devrait y avoir aucun souci pour traiter n'importe quel énoncé qui fait appel aux puissances. Bien sûr, après, ce qu'il faut mémoriser aussi, c'est le triangle rectangle, ça c'est impératif. Une fois qu'on l'a mémorisé, c'est sûr que si vous trompez en mettant P en hypoténuse, S en côté opposé et puis Q ici, tout est faux. Donc il faut le mémoriser, photographier en fait où se situe S qui est l'hypoténuse, Q et P, et bien savoir que cet angle qu'on a ici, c'est l'angle de déphasage entre I et U et I pour ce récepteur. À partir de là, c'est Pythagore, puisqu'on a un triangle rectangle, donc il suffit de connaître les lois de Pythagore que vous avez vues en maths et qu'on a revues ensemble, en tous les cas celles qui sont utiles en électricité. Donc j'essaierai de vous faire la correction d'un autre exercice que je vous ai donné un jeudi, et qui fait appel à d'autres notions, mais on tombe toujours sur les mêmes choses en fait. Voilà, révisez bien, et puis à demain.